Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien du jour. Notre invité aujourd'hui est consultant en management et recrutement. Il est passionné des relations humaines et il a publié plusieurs ouvrages sur la question. C'est l'un de ces ouvrages qui sera au cœur de notre entretien du jour. Il s'appelle Yves Assouline. L'ouvrage qui sera au cœur de cet entretien est intitulé « La course incessante des êtres humains ». Alors, Yves Assouline, bonjour. Bonjour Émeric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. J'espère que j'ai été complet sur votre présentation. Oui, très bien. Très bien. Je rajouterai juste une petite chose, c'est on peut se demander pourquoi j'ai été aussi passionné par les relations humaines, alors que j'ai une formation scientifique, je suis ingénieur de formation. Et en fait, c'est parce que j'aime la science, mais aussi j'aime aussi comprendre, j'ai toujours aimé comprendre le sens un petit peu des êtres humains, pourquoi on est motivé à faire telle ou telle chose, pourquoi on a telle ou telle personnalité, qu'est-ce qui fait qu'on agit de telle manière et pas de telle autre. Et du coup, déjà depuis que j'ai 14 ans, j'ai d'ailleurs hésité souvent entre les études psychologiques et scientifiques, mais j'ai jamais les deux. Et depuis que j'ai 14 ans, je prenais des petites notes j'avais un petit carnet dans lequel je prenais des petites notes que j'ai accumulées. Et puis à un moment, c'est devenu... il y avait beaucoup de notes. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée d'écrire un livre et de partager... Ce sont ces expériences, ces petites notes qui vous ont permis aujourd'hui d'être un auteur. C'est ça, parce que j'ai beaucoup lu depuis ce temps-là et j'ai voulu synthétiser parce que je pense que j'ai des choses nouvelles, des choses à apporter et j'ai voulu les écrire. Ce livre dont on parle, La course incessante des êtres humains, c'est 370 pages, plus de 370 pages, subdivisées en 12 parties. Que peut-on retenir de cet ouvrage qui m'allait parfois philosophique, biologique, socio-anthropologique et psychologique? Alors, mon objectif quand j'ai écrit ce livre, sincèrement, c'était vraiment d'apporter quelque chose aux personnes qui le lisent. Parce que moi, le fait d'étudier, d'essayer de comprendre quelles sont nos motivations, je trouve que ça apporte une certaine sérénité. Ça permet de comprendre qu'est-ce qui nous pousse à agir et pourquoi on a telle ou telle émotion, pourquoi on a tel ou tel tourment, etc. D'ailleurs, je parle dans le livre, le sous-titre du livre, c'est balouter entre nos motivations et nos poisons, c'est les tourments qu'on peut avoir. Et je pense que si vous voulez, ce qui guide le livre, c'est un petit peu partir un peu de l'origine de la vie, ce que c'était l'évolution naturelle, et comment l'évolution naturelle a finalement orienté un peu nos motivations, et avec la complexité de l'homme, parce que les animaux ont moins de motivation que les êtres humains, parce que justement j'explique pourquoi la complexité de notre cerveau fait qu'on a des motivations que n'ont pas les animaux, et je les énumère, et j'explique après comment c'est important de les satisfaire, et comment c'est important d'éviter les poisons qu'on peut avoir dans la vie. Je me suis même demandé comment se fait-il qu'un gestionnaire des ressources humaines puisse nous donner des détails sur la science, l'ADN, les hormones, ainsi de suite. Parce que justement, je suis issu de la science. En tant qu'ingénieur, je suis issu de la science. Et en tant que passionné, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier puisque je fais du recrutement, je travaille dans les ressources humaines, je fais des formations dans ce domaine-là. Donc vous voyez, j'ai allié les deux pour mieux comprendre ce que c'était la personnalité, la motivation. Et Yves Assouline, dites-moi, qu'est-ce qui justifie le fait que vous utilisez des démonstrations biologiques pour expliquer les motivations des êtres humains? En fait, moi, j'ai toujours aimé comprendre. C'est ma formation scientifique qui fait que j'aime comprendre les choses. Et j'ai voulu comprendre d'où venaient les motivations avant d'expliquer comment les satisfaire et comment éviter les poisons qu'on peut avoir dans la vie. Et pour les comprendre, il fallait que j'explique au moins dans une première partie du livre comment la vie, dès l'origine, a poussé vers des motivations. Et comment, avec l'évolution, avec la complexification du cerveau, et en particulier chez l'être humain, des nouvelles motivations se sont rajoutées. J'ai voulu vraiment voir de manière précise quelles sont ces motivations qui se sont rajoutées et que n'ont pas d'autres animaux, justement, les animaux, parce qu'elles sont plus complexes chez l'homme. Alors, pour vous donner un exemple, les premières motivations qui ont été créées, ça a été les 4 motivations que j'appelle archaïques, qui sont la conservation, manger, boire, dormir, les motivations de sécurité aussi, se protéger, la motivation de reproduction, parce que l'évolution naturelle, c'est logique, elle pousse vers ça, puisque sinon, si on ne se reproduit pas, on disparaît. Et puis, la motivation de perpétuation, ce que j'appelle perpétuation, qui est le fait de prendre soin de ses enfants. C'est
c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Alors comment est-ce que les premiers animaux ont été poussés à ça? Tout simplement avec des hormones. Vous avez des hormones comme la mélatonine qui pousse à dormir, la leptine qui pousse à manger, sur l'activité de la reproduction, vous connaissez la testostérone, etc., etc. Donc vous voyez, on était poussé dès le départ à ça. Et j'ai montré comment à chaque évolution du cerveau, après l'arrivée du cerveau, il y a eu l'association d'idées qui a permis justement de créer une nouvelle motivation qui est la motivation, enfin les motivations d'association d'idées. L'objectif de votre livre, c'est d'amener également le lecteur à relativiser les événements. Et vous commencez si bien dans l'introduction en plantant le décor par un conte qui, moi, personnellement, m'a touché. C'est l'histoire de Lao Tse, voilà. Oui. Et cette histoire, elle est vraiment touchante, elle est pleine de leçons. Parce que ça amène le lecteur à savoir qu'il faut relativiser tous les événements qui arrivent dans la vie d'un homme. Exactement. Vous voulez que je raconte cette histoire? Si vous voulez. Bien sûr, avec plaisir. En fait, déjà, je voudrais donner déjà le sens. Ce qui est intéressant de cette histoire, c'est qu'elle montre qu'il ne faut pas négativiser tout de suite les choses qui nous arrivent. Il vaut mieux positiver dès le départ. Et c'est d'ailleurs un des conseils que je donne après. Alors pour raconter cette histoire, c'est un vieux paysan chinois qui était... Il était relativement pauvre, mais il avait un cheval magnifique, un cheval blanc extraordinaire. Et tous les riches du village jalousaient, étaient envieux de ce cheval. Et on lui proposait des fortunes. Et ce paysan, il a toujours refusé de vendre son cheval, en disant non, pour moi c'est plus qu'un cheval, c'est un ami. Donc je ne veux pas le vendre, je veux le garder. Qu'est-ce que répondaient les riches du village? C'était pauvre fou, tu perds une fortune, etc. Et on pourrait croire que le sort leur a donné raison parce que quelques jours après, le cheval disparaît. Alors les gens du village vont dire tu vois, t'es un pauvre idiot, on t'avait prévenu. T'aurais dû vendre le cheval. T'aurais dû vendre le cheval, c'était évident qu'on allait te le voler, etc. Et le paysan, qu'est-ce qu'il répond? Il dit dans la vie, vous savez, on ne sait jamais ce qui peut arriver, je ne sais pas, simplement le cheval n'est plus dans son étape, c'est tout ce qu'on peut dire. Comment cette histoire se termine? On va aller directement à la fin de l'histoire pour gagner un peu de temps. On va juste raconter le début et voilà. Et donc, en fait, l'histoire après, quelques jours après, le cheval revient. Et il revient tout seul. 15 jours après, il revient. Mais il est accompagné. Il était juste allé se balader dans la campagne. Et il revient accompagné de 12 autres chevaux. Et les gens disent tu as vraiment de la chance, tu avais raison, regarde, maintenant t'as pas un cheval, t'en as 13, t'en as 12 plus 1. Et t'as vraiment de la chance. Le paysan dit de la chance, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que maintenant j'ai des chevaux, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. En fait, il reste toujours en recul par rapport à l'avenir. Et l'histoire montre à chaque fois une étape comme ça, où il reste toujours philosophe, malgré les malheurs qui peuvent arriver ou les bonheurs qui peuvent lui arriver. Puisqu'à la fin, son fils est estropié. On lui dit tu vois, t'as pas eu de chance à cause d'un cheval parce qu'il a voulu le dresser. Et on lui dit tu vois, t'as eu de la malchance. Et lui dit on sait jamais, on sait pas ce qui peut arriver. Et puis après il y a la guerre et tous les jeunes gens du village on laisse sauf le sien. Et finalement, parce qu'il était estropié. Et finalement on lui dit tu vois, t'as de la chance. Donc vous voyez, les événements, on peut jamais savoir ce qui peut se passer dans la vie. Alors, le sous-titre de l'ouvrage était intitulé « Balloter chaque jour entre leur motivation et leur poison ». Pour expliquer les motivations des hommes, vous allez dans les explications biologiques, mais surtout, dites-moi, puisque vous avez énuméré 4 motivations fondamentaux, est-ce qu'on pourrait savoir un tout petit peu ces différentes motivations pour les citer pêle-mêle, pour citer quelques-unes? Je parlerai de la motivation associative, la motivation liée au plaisir. Alors la motivation associative, c'est le fait justement de pouvoir, c'est grâce aux neurones, justement pour ça on parle de biologie, les neurones ont fait que quand qu'on peut associer des idées ensemble. On voit quelque chose, et si on voit quelque chose en même temps, on l'associe. Un exemple pratique qui est connu, c'est l'exemple de l'expérience de Pavlov. Pavlov, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné à manger à un chien et il s'est aperçu que le chien salivait quand il voit sa gamelle. Quand le chien voit sa gamelle, il salive. Normal, il y a de la nourriture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé un son, une cloche, en même temps qu'il donnait la gamelle. Et il s'est aperçu que lorsqu'il faisait sonner la cloche, au bout d'un certain nombre de fois, sans donner la gamelle,
le chien salivait quand même, il avait du plaisir. Donc ça veut dire que le chien avait associé l'idée de plaisir, de nourriture, avec le son de la cloche. Voilà. Et ça a l'air de rien cette histoire, mais ça explique comment nous, on peut être motivés par avoir du plaisir en pensant à des idées complètement différentes. Par exemple, moi, personnellement, j'aime l'idée de la mer, des vagues, du bleu. Pour moi, c'est quelque chose d'apaisant, de relaxant, parce que je l'associe à du plaisir. Vous voyez, et nous, les êtres humains, on a des personnalités différentes justement parce qu'on a fait des associations totalement différentes par rapport à notre expérience personnelle. Faisons une incursion rapide dans votre ouvrage. Je vais citer la page 233. Nous existons dans un monde complexe. Sommes-nous même biologiques, sujets à la maladie, à la mort? Nous sommes en permanence soumis à des influences extérieures, parfois amicales, mais aussi parfois hostiles. Fin de citation. Ces influences, vous les appelez les épines de la vie, ou plus encore des poisons. Et je me suis dit, le mot poison, ça me paraît un peu fort. Effectivement, on me l'avait déjà dit, même avant que j'écrive le livre, mais j'ai quand même tenu à ce mot parce que si vous voulez, si l'être humain s'il n'y avait pas de poison dans la vie, c'est-à-dire que si on était tout le temps en sécurité, qu'il n'y avait pas la mort, la maladie, la dépression, le stress, etc., finalement, les êtres humains, ils seraient toujours en train de courir pour essayer de satisfaire la course incessante, justement, pour satisfaire leur motivation. C'est-à-dire, ils ont envie de... Parce que dans les motivations, il n'y a pas que les quatre motivations fondamentales, on n'en a pas parlé, mais il y en a plein d'autres, et ils seraient toujours en train d'avancer pour essayer de les satisfaire. Malheureusement, la vie, elle n'est pas comme ça. Il y a des malheurs qui peuvent arriver. On peut avoir des grandes périodes de bonheur et puis des périodes de malheur. Et puis des petits poisons. Ça peut être une voiture qui tombe en panne. Alors pourquoi j'ai choisi le mot ? Un peu comme les touches d'un piano ou des touches noires et des touches blanches qu'il faut savoir les mélanger pour avoir une bonne harmonie. Exactement. La vie, c'est les deux. La vie, c'est à la fois du plaisir, du bonheur et du plaisir et à la fois des tourments. Et pourquoi j'ai choisi ce mot poison pour revenir à votre question ? C'est parce qu'un poison, c'est quelque chose qui annihile la vie. Ça annihile une personne, ça lui enlève toute force. Et en fait, quand vous regardez ces épines de la vie, moi je les ai appelées poison parce que ça enlève, ça démotive. Quand vous avez un proche qui vient de mourir ou une maladie grave, ça peut vous enlever, ça vous enlève pendant au moins un certain temps et parfois définitivement toute votre force. Vous n'avez plus de motivation. Toutes les motivations que vous pouviez avoir avant, d'un seul coup, vous n'avez plus envie de rien faire. En quelque sorte, ça empoisonne votre vie. C'est ça. C'est pour ça le mot poison. Contre tout ça, que doit-on faire? Votre livre propose des solutions et il faut que nous en venions à ces solutions avant de finir cette émission. Alors voilà, donc moi je propose des solutions, effectivement, je n'ai pas voulu rester uniquement sur expliquer quelles sont les motivations, etc. J'ai voulu pas juste faire un état des lieux, planter le décor, mais aller chercher à résoudre le problème. Voilà, exactement. Voilà. Et donc du coup, je me suis inspiré de beaucoup de philosophes. Hein. J'ai été puisé chez Spinoza, j'ai été puisé chez Schopenhauer, chez Épicure, etc. pour en tirer le meilleur et trouver justement une synthèse un petit peu de tout ça. Alors dans les premiers conseils, le premier conseil qu'il faut donner, c'est d'abord qu'il faut d'abord être conscient de quelles sont nos motivations. Ça ne sert à rien de vouloir, si on ne se connaît pas soi-même, si on ne connaît pas ce qui nous motive, ce qui nous anime. Hein. C'est important de savoir qu'est-ce que j'aime faire. Est-ce que j'aime rencontrer des gens ? Donc c'est la motivation finalement d'appartenance où on communique avec les personnes. Est-ce que j'aime m'évader en faisant des voyages ? La motivation d'évasion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut apprendre à essayer de se lister, d'apprendre à se connaître pour justement déterminer ça. Et le deuxième conseil que je donne aussi, c'est de dire, une fois que vous connaissez à peu près ce qui vous motive, c'est-à-dire vous regardez ce que vous faites dans votre semaine et vous dites, ça je sais que ça me plaît, ça je sais que ça me plaît, ça me plaît pas, il faut essayer de faire que les choses que vous faites, ça vous plaise. Et le deuxième conseil, c'est justement d'essayer d'agir pour pouvoir satisfaire ses motivations. Il y a toujours un moyen. Des fois, on a peur, très souvent, on a peur de blesser son entourage en manifestant ce dont on a envie. Et parfois, on est surpris de constater que finalement, on a eu peur de l'exprimer. Et quand on l'exprime, les gens, finalement, ils nous écoutent et ils nous disent « Bah oui, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, fais-le. C'est pas dans sa famille, des fois, on peut être bloqué comme ça. » Et je cite justement quelqu'un qui s'appelle, une infirmière australienne qui s'appelle Bronnie Ware, qui a écrit un livre sur la fin de vie. Elle explique, elle a voulu demander à des gens en fin de vie quels sont leurs grands regrets.
Et le plus grand regret qui ressort, le premier, elle en a défini 5, et celui qui ressort vraiment en priorité, c'est un regret qui dit j'ai eu la vie que les autres ont voulu, que j'ai, mais pas celle que moi j'ai voulu. Je n'ai pas fait ce qui m'aurait fait plaisir. Voilà, je n'ai pas fait la vie que j'aurais aimé faire. Parce que des fois, on est pris dans un engrenage, on a un métier qu'on fait, mais il faut bien vivre, évidemment, on est obligé de travailler. Et puis, on réfléchit même pas à ce qu'on aime faire. Finalement, on se dit, il faut le faire, c'est comme ça. Et finalement, on se fait du mal parce qu'on n'exprime pas nos motivations. D'ailleurs, Confucius dit lui-même, il dit, si vous trouvez un travail que vous aimez, ça sera le dernier jour de travail de votre vie. Vous ne travaillerez plus. Donc vous voyez, en gros, il dit ça. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Yves Assouline, on est à la fin de cette émission. Merci d'être passé sur nos plateaux. Merci beaucoup, Émeric. Merci à vous de m'avoir reçu. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin l'entretien du jour. Merci de continuer à suivre Télé Sud. À la prochaine.